Le président, je vous remercie beaucoup. Et avant de donner la parole à l'équipe de la défense, je souhaiterais, pour ma gouverne personnelle, vous poser quelques questions. Alors, je ne vais pas poser des questions directrices, mais je vais poser des questions directes. Qui vous a donné tous les échantillons que vous avez analysés? Réponse, je ne les ai pas reçus moi-même. Le président, oui, non, c'est l'Institut qui les a reçus. Réponse, oui, oui, cela figure dans mon rapport. Ces informations, je les ai obtenues de la CPI. Question donc du président. J'aimerais savoir si votre institut, le NFI, a fait des analyses indépendantes au sujet de la provenance des échantillons. Réponse, non, non, non. Nous avons seulement fourni ou donné à ces échantillons des numéros d'identification uniques et ensuite nous avons procédé aux analyses ADN. Question, donc vous n'avez jamais en fait remis en question l'origine de ces échantillons. Réponse, non, non, seulement nous savions qu'il s'agissait par exemple de fémur ou de dents. C'est les seuls renseignements que nous avons obtenus. Le président, je n'ai plus de questions à vous poser. Maître Altit, je vous en prie. Maître Hocher. C'est l'équipe de Monsieur Blégoudet qui va commencer. Le président. Excusez-moi, Maître Knops. Et de grâce, Maître Knops, ne parlez pas néerlandais. Ne parlez pas néerlandais avec le témoin. Good morning, Professor Klosterman. Maître Knops, bonjour, monsieur le professeur Klosterman. Je m'appelle Jert Alexander Knops, je suis avocat et j'exerce aux Pays-Bas et je suis l'un des conseils de monsieur Blégoudet. Merci d'être venu ici ce matin. J'ai quelques questions à vous poser au sujet des deux rapports. Le premier étant le rapport amendé et le deuxième rapport étant le rapport relatif aux enquêtes faites sur le t-shirt. Alors pour ce qui est du premier rapport, il s'agit en fait du rapport intitulé rapport amendé, rapport du 13 mai, troisième demande, numéro de la demande étant la troisième demande. Alors, l'accusation s'est déjà penchée sur ce rapport dans une large mesure ce matin et j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question visera la première page, à savoir la page CIV OTP-0084-3931. La page intitulée Information. Sur cette page, monsieur le professeur, vous avez une rubrique intitulée Renseignements supplémentaires. Et au deuxième alinéa, et je suppose que vous avez le rapport devant vous, il est indiqué qu'un ajustement qui n'a rien à voir avec des erreurs typographiques qui figuraient au départ sur la page 7. Donc il est question d'un ajustement ou d'une erreur ou d'erreurs au pluriel qui ont été faites au niveau de la numérotation de la CPI des échantillons, tableau numéro 1. Et il est indiqué dans votre rapport que ces erreurs ont été ajustées. J'aimerais vous poser une première question à ce sujet. De quel type d'erreur s'agissait-il pour ce qui était de la numérotation des échantillons?
should make an Réponse. Alors, il va falloir que je procède à une analyse approfondie des deux rapports, car je ne peux pas vous dire comme cela quelles sont les erreurs qui ont été corrigées. Question. Je comprends que ces erreurs sont différentes des erreurs mentionnées à l'alinéa 1, à savoir les erreurs typographiques. Dans ce cas d'espèce, il s'agit d'erreurs de numérotation. C'est cela? Réponse oui. Question. Mais qui a découvert ces erreurs de numérotation? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qui a fait allusion à ces erreurs? Réponse. Je pense que cela est venu de la CPI. Si j'avais, ou lorsque j'aurais toutes les informations relatives à cela, je pourrais vous répondre exactement, mais je ne dispose pas de ces informations ici. Question. Donc, vous n'avez pas les informations qui vous permettraient d'indiquer à la Chambre quel type d'erreurs de numérotation ont été ou avaient été faites. Réponse non. Question. Mais est-ce que vous vous souvenez qui a rectifié ces erreurs? Alors, outre le fait que les erreurs ont été détectées, il est indiqué à l'alinéa 2 que ces erreurs ont été rectifiées. Alors, qui est responsable de la rectification de ces erreurs? Réponse, le NFI. Question. Et est-ce que vous vous souvenez de quelle personne il s'agit? Est-ce que c'était vous, un collègue? Réponse. Non, ce n'était pas moi. J'en suis sûre, mais je ne peux pas vous dire qui a découvert cela. Mais question, est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer la période en question? Quand est-ce que ces erreurs ont été découvertes? Réponse, je ne peux pas vous donner ces renseignements si je ne dispose pas de tous les renseignements utiles. Je ne les ai pas ici. Question. Et vous-même, est-ce que vous avez été en mesure de vérifier si les erreurs précédentes avaient bel et bien été corrigées? En d'autres termes, est-ce que la numérotation ensuite a été exacte? Ou est-ce que c'est un de vos collègues qui vous a donné cette information et vous avez repris cela dans le tableau numéro 1? Réponse, c'est exactement ce qui s'est passé. Question. Donc, c'est un de vos collègues du NFI qui vous a dit qu'il y avait des erreurs et vous avez repris les rectifications. Réponse, oui. Question. Donc, vous n'avez pas été en mesure de vérifier si, par exemple, les chiffres qui figurent au tableau numéro 1, ce que vous avez dans la colonne de gauche, ainsi qu'avec le numéro d'identification et la colonne de droite pour le numéro ou la code de la CPI, vous n'étiez pas en mesure vous-même de vérifier ces chiffres réponses. Nous avons un système électronique au NFI dans lequel figure le numéro du dossier, ainsi que les différents chiffres et numéros qui ont été donnés aux différents éléments. Donc, je peux vérifier si cette information est correcte, si l'information électronique est correcte. Et cela, je l'ai fait. Question. Et eu égard à la question qui vous a été posée par le président de la Chambre, est-ce que vous vous souvenez comment les échantillons ont été livrés au NFI, les échantillons dont il est question au tableau numéro 1. Vous avez fait référence à un conteneur. Est-ce que vous avez été en mesure de vérifier comment ces échantillons ont été livrés ou est-ce que vous avez utilisé les renseignements qui vous ont été fournis par un collègue? Réponse oui. C'est le collègue qui se trouvait à la réception, à la réception du NFI qui m'a fourni les renseignements. Et j'ai également utilisé les renseignements qui ont été pris à partir de photographies parce que tous les échantillons reçus ont été photographiés. Question oui, réponse oui. Donc j'ai pris ces renseignements. Question. Mais est-ce que vous vous souvenez, monsieur le professeur, si la CPI qui vous a envoyé les échantillons vous a fourni un formulaire de chaîne de conservation écrit, formulaire écrit pour ces échantillons? Réponse oui. À partir du moment où les échantillons ont été amenés depuis la CPI jusqu'au moment où ils ont été transférés au NFI, tout a été extrêmement bien répertorié et consigné. Question. Mais pour ce qui est de la chaîne de conservation de ces documents, est-ce que vous les avez? Est-ce que vous en souvenez? Réponse oui. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a un tableau avec des signatures pour ce qui est du moment où les éléments ont été transférés. Question. Mais est-ce que cela pourrait être le formulaire qui est intitulé formulaire de transmission et de réception?
Réponse oui, cela peut être le cas. Question, est-ce que nous pourrions, je vous prie, demander l'affichage du document qui est en annexe du rapport de mission du docteur Baccar, CIV OTP 0084 3939, page numéro 3945. You look at the screen. Regardez votre écran, monsieur le professeur. Vous y verrez un document. Alors l'entête est l'entête du NFI. Le document est intitulé Formulaire de transmission et de réception. Vous voyez dans la colonne de gauche les numéros des objets transférés. Ensuite, vous avez la description et puis vous avez la dernière colonne de droite qui est la colonne des observations. Est-ce que c'est le formulaire de chaîne de conservation dont vous parlez? Réponse oui. Cela donc est un exemple de la chaîne de conservation ou du formulaire. Et là, il est question du t-shirt. Question, oui, je reviendrai sur le t-shirt dans une minute, mais il s'agit d'un document qui a été rédigé par le NFI. Ce que je voulais savoir, c'est si ce type de formulaire vous a également été transmis par les enquêteurs de la CPI. Ou est-ce qu'ils ont été transmis par les enquêteurs de la CPI au NFI? Réponse, écoutez, il faudrait que je reprenne le dossier pour trouver ce type de renseignement. Question, mais si nous voyons ce document, monsieur le professeur, vous voyez qu'il est écrit à la main, incident, démonstration des femmes, 3 mars 2011. Vous voyez cela? Réponse, oui. Question, qui a écrit cette précision? Est-ce que vous en souvenez? Est-ce que c'est le NFI? Est-ce que c'est quelqu'un qui a présenté cette information au NFI? Réponse. Peut-être que ces informations ont été présentées au NFI, mais je ne sais pas qui l'a écrit. Question. Mais ce n'est pas votre écriture? Réponse. Ce n'est absolument pas mon écriture. Question. Et pour ce qui est de la colonne de droite, pour le début, le haut du tableau, vous voyez, il est écrit ADN, déchirure, trou fait par une balle, composition, tissu noir. Donc, est-ce que ce sont des informations qui vous ont été fournies par les enquêteurs de la CPI? Est-ce que vous en souvenez? Réponse, oui, mais je ne sais pas qui a écrit cela. Alors, bien sûr que cela a à voir avec les besoins d'enquête de la CPI, mais je ne sais pas qui a rédigé ceci. Question. Alors, page du compte-rendu d'audience 14, ligne 21 pour l'audience d'aujourd'hui. Vous avez dit à la Chambre que vous aviez reçu certaines explications au sujet de l'affaire et au sujet des éléments qui étaient transmis. Est-ce que vous vous souvenez du type d'information que la CPI vous a relayé au sujet de l'affaire, au sujet des faits? Comment est-ce que cette affaire, ce procès, vous a été présenté par les enquêteurs de la CPI? Réponse, moi je n'ai jamais parlé aux représentants de la CPI. Les gens qui ont eu des contacts avec les représentants de la CPI sont les deux personnes qui se trouvent à la réception du NFI, Madame O'Sullivan et Monsieur Erhardt. Ce sont eux qui ont eu le contact. Question. Mais de quel type d'informations est-ce que vous disposiez avant votre analyse ADN? Est-ce que vous aviez des informations au sujet des faits de l'affaire? Comment est-ce que les intermédiaires vous ont présenté l'affaire? Réponse. Ce qui était extrêmement important, c'est que nous avions un certain nombre de dents et d'eau qui provenaient d'une fosse commune qui devait être comparée avec l'échantillon de référence et il fallait trouver des correspondances. Moi, je n'avais pas de nom de suspect, je n'avais pas d'informations détaillées au sujet de l'affaire. Je savais qu'il s'agissait d'une affaire qui concernait la Côte d'Ivoire. Voilà, plus ou moins ce que je savais. Question. Mais avant votre analyse, monsieur le professeur, est-ce que
Pour ce qui est des échantillons qui ont été envoyés ou présentés au NFI, est-ce que vous étiez au courant qu'il s'agissait apparemment d'un événement qui s'était déroulé en Côte d'Ivoire et qui avait à voir avec une manifestation de femmes le 3 mars? Est-ce que vous la connaissiez, cette information, avant le début de votre analyse ADN? Réponse. Sur le t-shirt, vous voulez dire? Question, oui. Réponse, oui, je le pense. Je pense que j'étais au courant. Question. Et cette information qui vous a été présentée, suivant laquelle il y avait ce trou qui avait été fait par une balle dans ce t-shirt, tel que cela est indiqué dans le formulaire de transmission-réception. Réponse. Ce que je savais, c'est que le t-shirt faisait l'objet d'une enquête multidisciplinaire. Donc il y avait plusieurs personnes qui examinaient le t-shirt, non seulement pour faire une analyse d'ADN, mais également pour faire d'autres analyses médico-légales. Donc nous savions, ce qui était important, c'est qu'il fallait être extrêmement minutieux et circonspect avec le t-shirt et qu'il fallait adopter une approche spéciale. Question, monsieur le professeur, nous n'allons pas entrer dans les détails de la norme ISO 17025 qui porte sur les exigences en matière de compétences et d'analyse de laboratoires qui collaborent pour ce type d'analyse. Dans la note en bas de page numéro 6 de votre rapport amendé, vous faites référence à un article de monsieur le professeur Johnson, mais dans votre rapport amendé, vous ne faites pas référence à la note de bas de page numéro 6. D'où ma question. Il y avait monsieur le professeur Moning qui fait partie de la commission sur la recherche de paternité, comme vous le savez, donc qui fait partie de l'Institut médico-légal de Copenhague au Danemark et qui a écrit un article en 2002 dans la publication Forensic International avec monsieur le professeur Robert Allen et consorts. Donc, tous les membres de la commission sur la recherche de paternité ont rédigé cet article et j'ai saisi cet article qui fait maintenant l'objet du document CIV D25 00 39 00117. Peut-être que vous pourriez voir sur votre écran. J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous reconnaissez cet article. Ce sera ma première question. Est-ce que vous êtes au courant des conclusions du docteur Morling et Hall? Donc, je le répète, il s'agit d'un article qui a été publié en 2002, le 15 juillet 2002, pour être précis. Donc, vous avez entendu ma première question? Je pense que maintenant, cet article est affiché devant vous. Réponse, oui, cet article se trouve sur mon écran devant moi. Question, vous connaissez cet article? Réponse, oui. Question, en un mot commençant, la commission sur la recherche de paternité à laquelle appartenait le professeur Morling recommande que les analyses génétiques, notamment sur les échantillons, doivent être effectuées en fonction des normes ISO déjà mentionnées. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cet article, à savoir la commission qui fait partie de la Société internationale pour la génétique scientifique, qui fait état de plusieurs recommandations pour les normes ISO. Et dans cet article, qui n'est pas inclus dans votre note de bas de page numéro 6, il est indiqué au paragraphe 5.7 et j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de regarder ce paragraphe CIVD 25 0039 0023. Vous voyez ce paragraphe 5.7 avec les recommandations de la Société internationale de l'ISFG, donc rédigé par la Commission en matière de recherche de paternité. Il y a une recommandation qui est indiquée
et cela peut-être un rapport avec la question qui avait été posée par le juge président, des procédures garantissant l'identité de la personne sur laquelle l'échantillon est prise et la traçabilité de l'échantillon seront régies par le contrat avec les clients. Alors, je suppose que la CPI était en quelque sorte votre client, enfin le client du NFI, pour reprendre le terme utilisé par la Commission sur la recherche de paternité. Quelles sont les procédures qui ont été mises en place pour garantir que les échantillons que vous avez reçus de la part de la CPI étaient des échantillons qui correspondait à l'identité des membres de la famille en application du paragraphe 5.7 et de la recommandation de l'ISFG. Answer to this question. Réponse. Je crois que c'est à la CPI qu'il convient de poser cette question. Ce n'est pas au NFI de répondre à cette question, car après tout, nous n'avons pas pris part à l'échantillonnage des objets de référence appartenant aux membres de la famille, ni dans la sélection des dents et des os sur les cadavres. Question, pour être très clair, monsieur le professeur, cela vaut également pour le rapport 001, parce que vous-même, vous avez mentionné un rapport rédigé par votre collègue, le professeur Van Dolen, en date du 24 mai 2014, au paragraphe 1, échantillon reçu. Mais là encore, cela est vrai, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cela s'applique également au cas de votre collègue. Celui-ci n'a pas vérifié la véracité, l'authenticité des échantillons reçus de la CPI. Est-ce que cela correspond à la réalité? Monsieur Demirjian interrompant le président, monsieur le procureur, monsieur Demirjian, monsieur le président, Maître Knops vient de faire référence à un rapport sans nous en donner la référence d'une part, et d'autre part, le témoin expert n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond d'un autre rapport. Donc cette question est sans objet, n'est pas pertinente. Maître Knops, c'est l'expert qui a évoqué ce rapport lui-même pour, si j'ai bien compris, étayer sa réponse quant à l'origine des échantillons. Le juge président, je viens de me rendre compte que vous avez posé une question très longue et que vous allez obtenir le même résultat que moi quand j'ai posé une question très courte. Maître Knops, vous avez raison, monsieur le président, mais en tant que conseil de la défense, nous n'avons pas le luxe de poser des questions sans établir les fondations de notre question. Il s'agit de l'onglet 21, donc dans le classeur des pièces de la défense, monsieur le procureur. C'est le premier rapport mentionné, le rapport 001, onglet 21, sur la liste de nos documents. À ce sujet, monsieur le professeur, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la page suivante de l'article du docteur Morling et collaborateur, et plus précisément paragraphe 5, paragraphe 10, 3.2, CIV D25 0039 0024. Et vous verrez, monsieur le professeur, au bas de cette page, une page de cet article, 5.10.3.2, la mention suivante. Les rapports relatifs au test contiennent les résultats des échantillons et comprennent les éléments suivants. L'identification sans ambigu de la substance, du matériel ou du produit échantillonné, y compris le nom du fabricant, etc., etc. Et je suppose que là, vous vous êtes fondé sur les informations qui vous ont été communiquées pour la CPI pour déterminer si cette recommandation a été suivie ou pas. Réponse, oui, mais nous n'avons pas fait référence à cette recommandation. Nous avons fait référence à une autre question. Comment Réponse, je faisais référence à l'autre article. Question, c'est exact.
Réponse, oui, oui. Question, je comprends cela. Je comprends que vous avez fait référence à la recommandation faite par la commission de recherche sur la paternité. Et je suppose que vous faites référence à ces recommandations. La réponse, oui. Nous calculons la manière ou le ratio de vraisemblance avant de parvenir à des conclusions. Question, c'est exact. Question, parce que s'agissant de ce test de paternité spécifique, nous avons un père putatif vivant ainsi que des membres de la famille qui sont toujours en vie. La situation est complètement différente. Il ne s'agit pas d'extraire des extraits enterrés pour obtenir ou recueillir des dents et des os, ainsi que pour les examiner dans un laboratoire. Je ne peux pas comparer les situations puisqu'elles ne sont pas identiques. Question, est-ce que vous dites que dans ce cas précis, le NFI n'était pas en mesure d'appliquer ces recommandations? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Réponse, non, s'agissant de l'identité de l'échantillon. Réponse, très bien. Question, au paragraphe 5.10.6, il est dit que lorsque le rapport sur le test de paternité contient des résultats, les résultats donc doivent être clairement identifiés. Est-ce que vous êtes en train de dire que le paragraphe 5.10.6 ou cette recommandation ne s'applique pas en l'espèce? Réponse, non, non. Non, pas en ce qui concerne l'analyse ADN ou l'analyse qui a été faite par le NFI. Il ne s'agissait pas de cela. Question, très bien. Ma dernière question, s'agissant de ce rapport, concerne votre déclaration que vous avez faite ce matin. Il s'agit du compte-rendu de ce matin, version anglaise, page 28, ligne 5. Vous avez dit tous les échantillons contenaient une quantité faible d'ADN. Le témoin interrompant, c'est-à-dire les échantillons extraits du fémur et de la dent. Réponse, question, c'est exact. Est-ce que vous avez utilisé la technique traditionnelle de la PCR? Est-ce que vous avez utilisé cette technique connue ou l'autre technique connue sous le nom de la méthode du nombre de copies minime LCN qui a été appliquée par le NFI auparavant et qui a été corrigée en tenant compte d'une quantité faible d'ADN? Réponse. Je crois que nous ne pouvons pas obtenir des échantillons, tirer des résultats d'un échantillon il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse LCN dans le contexte actuel, en ce qui nous concerne. Question. Très bien, merci monsieur le professeur. Voilà les questions que j'avais concernant le premier rapport. Le deuxième rapport, qui n'a pas été abordé par l'accusation, est le rapport qui a été rédigé par vous-même, demande numéro 005. Monsieur le Président, le document ou le rapport n'a pas été affiché à l'écran, mais j'ai une copie papier. Je suis sûr que le professeur Klosterman a également une copie. Le Président, oui, il a été autorisé à disposer d'une copie. Le rapport du 12 août 2015, n'est-ce pas, Maître Knops? Oui, il s'agit du rapport du 3 août 2015, ICC OTP 0886 00861261. Je voulais préciser cela. Le témoin, mais il ne s'agit pas du rapport qui est affiché à l'écran. Maître Knops, non, pas encore. L'interprète de la cabine française signale qu'il est difficile d'interpréter 3 personnes qui parlent en même temps. Maître Knops, il s'agit du rapport concernant le t-shirt. Le témoin, le document n'est pas affiché à l'écran. J'ai le t-shirt devant moi, oui.
Maître Knops, non, ce n'est pas affiché à l'écran, mais je peux poursuivre, Monsieur le Président. Le Président, oui, allez-y. Maître Knops, Monsieur le Professeur, s'agissant de ce rapport, au paragraphe 2 et au premier paragraphe également, intitulé Pièces, il y a une description relative à une demande concernant le t-shirt de victime. Il s'agit du premier tableau. Et ensuite, au deuxième paragraphe, il est dit information de base. Ensuite, description de l'élément de preuve, t-shirt porté par la victime. Ma question était la suivante. Qui vous a donné ces informations? C'est-à-dire que ce t-shirt appartenait à une victime et qu'il avait été porté par celle-ci. Lors de l'incident de la marche des femmes du 3 mars, il s'agit du premier paragraphe de la section intitulée Information de base, paragraphe 2. Réponse, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas si cela émanait du NFI ou de la CPI, en tout cas ce n'était pas moi. Question. Donc, vous avez pris l'enveloppe contenant les objets et vous avez utilisé les informations qui étaient contenues que vous avez intégrées à votre rapport. Réponse. Ce rapport est signé par plusieurs personnes. Le juge président, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Maître Knopp, pardon. Le témoin poursuivant. Donc, le rapport a été rédigé par 3 personnes. Moi, je n'ai pas inclus d'informations. Maître Knops, est-ce que vous avez pu vous-même examiner l'enveloppe contenant les objets qui vous ont été remis? Réponse, non, je n'ai pas pu le faire. Question. Comme il s'agit d'un examen médico-légal multidisciplinaire faisant appel à 3 experts, dont vous êtes un, est-ce que vous avez discuté avec vos 2 autres collègues, le Dr Van den Boyet et le Dr Kleinberg, des résultats de votre analyse à la lumière de vos domaines d'expertise respectifs? Les résidus de balles, les textiles, les fibres. Ainsi, est-ce que vous avez discuté de vos analyses respectives? Réponse, oui, bien sûr. À un moment donné, nous avons discuté de cela. Réponse, question, oui. Réponse, vous avez le rapport complet devant vous. Alors oui, ce sont les conclusions des 3. Question, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la conclusion du docteur Van der Weert, qui est un spécialiste des tissus, des fibres et textiles, où il mentionne dans le rapport, à la page 5 du rapport, donc paragraphe 5, il précise la chose suivante. Le t-shirt ou l'état du t-shirt est impeccable, surtout à la lumière du fait qu'il a été enterré il y a de nombreuses années. Et concernant sa conclusion au paragraphe 6.2, à la page 6 du rapport, donc vers la fin, il est dit que l'état global du t-shirt exclut l'usure et la déchirure. Donc, à 2 occasions, votre collègue a fait référence à l'état impeccable du t-shirt, surtout que ce t-shirt aurait été enterré depuis des années. Le juge président, comment est-ce qu'il peut répondre à une question comment peut-il répondre au sujet de questions qu'il n'a pas, ou sur des choses qu'il n'a pas écrit lui-même, qu'il n'a pas rédigé lui-même? Maître Knopp, certes, Monsieur le Président, mais le professeur nous a informé à l'instant
qu'ils en ont discuté entre eux. C'est ce que j'ai compris de sa réponse. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez parlé à votre collègue, le professeur Van Weder, de cette conclusion? Réponse, non, je ne lui ai pas parlé de cela. Question. Dans la partie du rapport qui a été rédigé par vous, c'est-à-dire le paragraphe 6.1, page 6 de ce rapport, monsieur le professeur, les analyses des traces biologiques et d'ADN. First of all, examined this. Tout d'abord, vous avez examiné ce t-shirt pour des traces de sang et vous avez dit cette enquête n'a pas révélé de traces de sang. C'est la première ligne du paragraphe 6 du premier rapport. Ma question est la réponse du témoin, oui, question. Ma question est la suivante. Quelle est la valeur probante que l'on peut accorder ou attribuer à cette mention? Aucune indication, rien ne révèle. Est-ce que c'est un degré élevé, un degré faible? Est-ce que c'est une valeur probante faible ou importante? Réponse. Je vais m'expliquer un peu. Nous avons fait des tests pour déterminer s'il y avait des traces de sang. Nous avons vu des taches suspicieuses sur le t-shirt. Et nous avons donc effectué des tests pour déterminer si c'était du sang. Et tous les tests étaient négatifs. Question. Très bien. Réponse. Oui, c'est donc une information importante. Question. Ma deuxième question concerne ce paragraphe, monsieur le professeur. Lorsque vous avez examiné la présence de cheveux ou de poils possibles, vous avez dit que ces échantillons de poils n'avaient pas été conservés avec le t-shirt. Est-ce que c'était la seule raison qui vous a poussé à ne pas effectuer de tests sur les poils potentiels? Réponse. Nous pouvons uniquement effectuer des tests provenant d'une analyse ADN pour les comparer à un autre échantillon. Nous ne disposions pas de données qui nous permettent de les comparer à un échantillon ADN. Nous n'avons pas été en mesure d'établir un profil ADN et nous avons donc choisi de les conserver pour une analyse future possible. Question, donc vous n'avez pas retrouvé d'échantillon ADN? We could see this as an extremely low probability. Autosome. Réponse, non. En examinant ces poils, nous pouvions déjà prédire que une enquête aurait un effet négatif ou risquait de contaminer le poil en question. Question, avez-vous une raison de ne pas entreprendre un autre type d'examen? Réponse, non, nous n'avons pas de personne pour faire une comparaison. Question, très bien. Réponse, et nous n'avons pas reçu d'instruction de la part de l'ECPI non plus. Réponse, c'est exact. Question, merci monsieur le professeur. La dernière remarque concerne le paragraphe 6.1, à savoir qu'aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu'il n'y a pas de personne putative qui aurait pu putative liée à la personne qui avait porté ce t-shirt. C'est la conclusion que vous tirez, n'est-ce pas? Réponse, oui. Peut-être cela nécessite-t-il un peu d'explication. Nous avons examiné les taches de sang sur le t-shirt et nous avons également examiné quelques échantillons autres que le t-shirt. Une personne qui porte un t-shirt, on s'attend à ce qu'il y ait des traces d'ADN sur son propre t-shirt. Nous avons donc sécurisé l'objet en question et nous n'avons pas pu extraire d'ADN sur ces portions du t-shirt à des fins d'analyse ADN. Nous n'avons donc pas tiré de conclusion sur la personne qui aurait pu porter ce t-shirt. Question, très bien. Monsieur le Président, nous demandons à la Cour de bien vouloir verser au dossier ce rapport, le témoin, mais nous pourrions éventuellement procéder à une analyse des poils. Maître Knops, oui, bien sûr, c'est clair. Merci. Pour ma dernière question, je vais faire référence au rapport amendé, à la fin de ce rapport-là. Il s'agit de votre rapport du 13 mai 2015. Nous avons commencé par ce rapport au paragraphe 5. CIV
OTP 0084 3936, page 3936. L'accusation vous a confronté aux résultats se rapportant aux victimes 3, 8 et 15 si je ne m'abuse, mais vous n'avez pas mentionné votre conclusion globale qui se trouve à la fin de ce paragraphe, à savoir que, si j'ai bien calculé, 12 sur les 15 victimes présumées ne correspondaient pas, ou les échantillons provenant de ces victimes ne correspondaient pas à des parents biologiques de disparus. Réponse est exacte. Question. Vous ne pouvez pas faire de correspondance. Est-ce que l'on pourrait transposer cela en conclusion empirique médico-légale? Est-ce que vous pourriez, partant de là, dire qu'en tant qu'expert, je peux certainement dire avec un certain degré de certitude, le témoin interrompant, c'est une exclusion. Question exclusion. Le président, Monsieur McDonald, Monsieur le Président, la réponse ne me gêne pas. Je veux simplement préciser que l'utilisation du mot victime, le président interrompant, bien. Monsieur McDonald, il s'agit des cadavres qui ont été trouvés dans une fosse commune. Je voulais simplement rappeler la Chambre parce que nous n'avons pas allégué que les 12 victimes sont mortes le 3 mars. Maître Knopp, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maintenant, je m'adresse à l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo. Maître O'Shea, vous avez la parole. Le juge président, vous en avez terminé. La défense de Monsieur Biagoudé n'a plus de questions à poser. Maître Knopp, oui. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup et merci à vous, Monsieur le Professeur, pour votre temps. Maître O'Shea, je serais surpris si toute la défense en avait terminé. Monsieur le Professeur Klosterman, est-ce que je prononce bien votre nom? Bien. Au sujet des titres, lorsque vous répondiez aux questions tout à l'heure, vous avez fait référence à M. Bakar, que l'on appelle communément Docteur Bakar à la Cour. Est-ce que c'est bien Docteur Bakar? Réponse, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. J'ai simplement pris les informations que nous avions dans nos sources. Le Président, mais nous le connaissons. Maître O'Shea, merci, Monsieur le Président. Vous avez à l'évidence beaucoup d'expérience en matière d'ADN, d'une manière générale. Vous êtes un professeur universitaire, vous avez donc publié un certain nombre d'articles qui sont énumérés dans votre CV. Je constate que nombre de ces articles ont été rédigés par vous et quelqu'un d'autre, en collaboration avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez rédigé des articles seuls? Réponse. Oui, vous avez raison. La plupart des articles ont été écrits avec un collaborateur. Sinon tous. Question. Bien. Et quelle est la proportion d'articles qui sont parus dans des revues scientifiques? Réponse. Il s'agit dans tous les cas de revues scientifiques examinées par des pairs. Question. Très bien. Est-ce que l'un ou l'autre de ces articles concerne le problème avec lequel nous sommes aux prises, c'est-à-dire le problème de la comparaison d'ADN provenant de victimes présumées avec l'ADN de membres de la famille? Réponse. Oui, par exemple, l'article qui concerne le désastre du MH17.
Question, vous parlez du crash de l'avion. Réponse, oui. Question, bien. Réponse, nous avons également rédigé un article qui est paru dans une revue néerlandaise. Question, bien. Question. Vous avez également évoqué 10 affaires devant des tribunaux néerlandais où vous êtes intervenu. Réponse, oui, des analyses des liens familiaux. L'analyse des liens familiaux a joué un rôle dans ces affaires-là. Question, est-ce qu'il s'agissait de crash d'avion? Réponse, non. Question, de quoi s'agissait-il? Quelle était la nature de ces affaires? Réponse, non, non, je ne peux pas dire cela. Pour l'essentiel, il s'agissait d'un suspect qui, dans l'ADN, correspondait à un élément de preuve et où la question était de déterminer s'il s'agissait du frère du suspect ou pas. Il a fallu donc comparer l'ADN du suspect à celui d'une autre personne. Des questions de ce genre. Question. Pour ce qui est des publications, vous êtes l'auteur de l'article qui numéro 10, donc, que vous avez co-écrit avec un collaborateur sur le système de justice pénale. Vous avez parlé d'une success story ADN. Dans cet article-là, quel était votre point de départ et votre conclusion? Réponse. Cet article était en fait une success story relative à des correspondances d'ADN. Nous nous sommes penchés sur le nombre d'affaires où il y a eu correspondance d'ADN dans des affaires de l'accusation et nous avons fait un rapport sur 50% des cas non résolus. Et nous avons fait un rapport, nous avons essayé de voir s'il existait d'autres éléments de preuve et nous avons essayé de mettre cela en perspective. Donc, dans combien d'affaires l'ADN a été très très utile en l'absence d'autres pistes ou d'autres éléments? C'était le message principal de cet article. Question. Je vois. Réponse. La correspondance d'ADN n'était pas une surprise dans toutes les affaires. Il y avait déjà des soupçons qui pesaient sur le suspect ou nous connaissions déjà la personne. C'est les cas où la correspondance d'ADN était une surprise étaient très rares. Question. Et dans ces affaires dans lesquelles vous êtes intervenu aux Pays-Bas, est-ce que vous aviez reçu des informations concernant les suspects avant même de procéder à des analyses ADN? Réponse, oui, parfois ça arrive. Parfois, c'est par les journaux, par les médias qu'on apprend l'identité des suspects. Question. En expliquant la procédure au NFI, vous avez dit qu'il y avait un contact par téléphone au début, ensuite un rendez-vous était pris et il y avait une rencontre avec des représentants en l'espèce de la CPI. Savez-vous qui était présent lors de la rencontre avec la CPI? Réponse, les deux personnes que j'ai évoquées tout à l'heure. Madame O'Sullivan et Monsieur Reinhardt étaient là. Et je crois qu'il y avait essentiellement ces deux personnes lors de toutes les réunions. They took care of the material. Ils se sont occupés de ce qui était apporté par la CPI. Question. Mais ils ne participent pas du tout à tout le processus d'analyse scientifique. Réponse non, pas du tout. Ils ne sont pas NFI. Question. Est-ce qu'ils ont rédigé un rapport interne sur ce que la CPI leur avait dit? Réponse non, pas de rapport interne officiel. Ils laissent des informations. Question. Est-ce que cette information est transmise à ceux qui participent au processus d'analyse scientifique? Réponse oui. Oui, aux différents scientifiques. En général par un courriel. Question. Est-ce que vous êtes au courant de ce que l'on appelle le préjugé cognitif? Le président, pouvez-vous expliquer à la Chambre? Le président, on sait ce que c'est.
Si vous voulez qu'on vous l'explique à vous, d'accord. Maître Shea, je me plie au souhait du président. Le président, je voulais simplement signaler qu'on n'est pas un jury. Maître Shea, oui, le collège n'est pas un jury. Now, in terms of the actual process of Question. Pour ce qui est du processus d'analyse de l'ADN, est-ce que vous avez participé personnellement au processus? Réponse non, pas personnellement. Question, quel est votre rôle alors? Réponse, mon rôle est de rendre compte par écrit sur le processus. Question, très bien. Réponse, le rapport est essentiellement rédigé par 2 scientifiques, par moi-même et par un autre. Les autres scientifiques rédigent le rapport. Moi, je vérifie le résultat et puis je signe. Question. Vous avez expliqué comment on procédait à l'extraction de l'ADN. Puis on l'amplifie, puis on l'analyse. Réponse oui, oui. Question. Quand vous arrivez à la phase de l'analyse, quelle est la partie qui est faite par manipulation humaine et qu'est-ce qui est informatisé? Réponse. 99% du travail est fait par un ordinateur. Les personnes n'ont pas d'informations sur le dossier pour cette analyse. Les informations viennent d'un ordinateur et n'ont aucun lien avec le dossier auquel les profils sont attachés. Ils ne savent même pas qu'il s'agit d'une affaire CPI. Ils ne font que vérifier, analyser les profils. De temps à autre, ils procèdent à quelques ajustements de ce que fournit la partie informatique. Question. La technologie que vous utilisez dans cette affaire, c'est une technologie ancienne ou nouvelle? Réponse. Ancienne, c'est une technologie existante. Question. Est-ce que l'ordinateur produit des EPGs, electropherograms. Des électrophérogrammes. Et un scientifique vérifie ces électrophérogrammes. Question. Ces électrophérogrammes, ce sont des graphiques? Oui. Réponse oui. Oui, ce sont des grands profils. On les appelle des grands profils. Donc, vous voyez tout cela représenté devant vous sous forme de graphique. Question. Est-ce que de temps à autre, il y a des pics qui apparaissent et qui sont difficiles à expliquer? Réponse, oui, ça peut arriver. Question. Comme vous n'avez pas personnellement participé à l'analyse scientifique, vous ne pouvez pas confirmer si ce genre de choses s'est produit dans cette affaire. Réponse. Oui, tout ce qui a été fait manuellement, je le vois dans le profil. Si quelqu'un ajoute des informations dans le profil ou si quelqu'un en retire, moi je le vois dans le profil. Question. Avez-vous examiné ces électrophérogrammes vous-même? Réponse, je les ai vérifiés, oui. Merci. Quand vous dites que vous avez vérifié, c'est superficiel comme vérification? Réponse, non, c'est une vérification, oui. Et s'il y a des erreurs, c'est ça que je vérifie.
Question. Donc, s'il y a des pics inhabituels dans l'électroferrogramme, vous auriez pu ne pas les voir? Réponse, je ne l'exclus pas. Question. Est-ce qu'il y a une explication au fait que les électroferrogrammes ne figurent pas dans le rapport? Réponse, c'est typique aux Pays-Bas. La loi néerlandaise nous interdit d'ajouter des profils à nos rapports. Mais nous remettons toujours les profils si nous avons une décision de la Cour à cet effet. Question. Est-ce que le bureau du procureur vous a demandé ces électroferrogrammes? Réponse. Si je me souviens bien, ça n'a pas été le cas. Pas encore. Could you Question. Pourriez-vous aider la Chambre à comprendre quel type d'erreurs peuvent se produire dans l'analyse ADN de ce type de cas? Réponse. Il y a beaucoup de recherches sur les erreurs. Vous trouverez cela dans mon curriculum vitae, sous le point 9. Il s'agit des erreurs trouvées dans l'analyse ADN. Comment les erreurs se produisent? Je fais pas mal de travail sur la question. Il peut y avoir la contamination, il peut y avoir également des échantillons qui sont intervertis. and so far as Question. Pour ce qui est de la contamination, c'est une erreur qui peut se produire avant même la réception de l'échantillon par votre laboratoire. Et vous nous avez dit que à aucun moment vous ne participiez à la récupération de cet échantillon, seulement à la réception. Réponse oui. Question. Donc, vous ne pouvez pas, de façon tout à fait indépendante, affirmer qu'il n'y a pas eu de contamination. Réponse. Mais moi, je vois la contamination lorsque j'ai un profil ADN mixte. Et alors là, je vois qu'il y a une contamination. Sur la dent d'un cadavre, on aura normalement l'ADN d'une seule personne, pas un mélange. Si j'ai un mélange, je me dis, il se passe quelque chose. Est-ce que la contamination peut expliquer le résultat obtenu? Question. Vous avez expliqué que l'ADN qu'on avait obtenu d'une dent ou d'un os était de bonne qualité, mais que c'était faible. Réponse. Oui, la concentration en ADN est faible. Question. Qui décide si la quantité est trop faible? Réponse, ça vient de données du passé. Donc, on sait, sur base de beaucoup de concentrations d'ADN, sur des différents échantillons, on sait quelles sont les concentrations qu'il y avait au départ. On a fait également du travail scientifique sur la question. Comme ça, on peut donner des explications plus claires sur ce que peut produire un échantillon en laboratoire. Question. Vous avez parlé d'une occurrence où il y avait un soupçon de mélange qui avait eu pour résultat un travail plus poussé et un autre rapport. Comment a-t-on remarqué qu'il y avait un mélange? Réponse. Ça, c'est une information qui vient de la CPI. Question. L'information de la CPI. Donc, si la CPI n'avait pas transmis cette information, est-ce qu'il aurait pu y avoir un mélange
sans que l'on ne s'en rende compte chez vous? Réponse, ça dépend du scénario. Lorsque vous avez des fosses communes de masse, on peut prendre en compte le fait au départ qu'il pourrait y avoir des mélanges. Et puis, on pose la question, on demande si c'est possible, et donc nous sommes au courant de la possibilité. Question. Pour ce qui est de la détermination du sexe d'une personne, vous avez les chromosomes XX qui sont féminins, XY c'est masculin. Réponse oui. Quand vous prélevez un échantillon d'ADN, est-ce que vous avez des occurrences où il est difficile de trouver le chromosome Y, ou on ne le trouve pas du tout? Réponse, c'est possible. Dans le processus de quantification, il y a des individus masculins qui produisent un type féminin. C'est rare, mais ça, c'est possible. C'est pour ça que l'on fait très attention dans nos rapports lorsqu'il s'agit de résultats basés seulement sur la quantification ADN. Question. Est-ce qu'il peut se produire des erreurs sur la détermination du genre d'une autre façon? Réponse oui, il y a des gens qui ont deux chromosomes X et un chromosome Y, ou un chromosome X et deux Y. Il est difficile de tirer des conclusions. On ne voit pas ça dans notre travail de profilage ADN, mais ça existe. Question. Est-ce que ça pourrait être le résultat d'erreurs informatiques? Réponse, non, ça se passe au cours de l'amplification. Question, est-ce que ça peut être une erreur humaine? Réponse, mélanger les échantillons, c'est une erreur humaine. La contamination, c'est une erreur humaine, oui. Question. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer une divergence qui se trouve peut-être dans le rapport qui concerne la détermination du sexe? Je fais référence au CEV OTP 0084 3930, page CIV OTP 0084 3935. Dans la section 4, là où on parle des résultats, quatrième ligne, on dit ceci. Sur base des résultats des déterminations de l'ADN, il a été déterminé qu'une des victimes, la victime 1, AAHJ 2572 NL, était masculine, XY. Donc la victime 1, AAHJ 2572 NL, était de sexe masculin, XY. Et puis, dans le document CIV OTP 00886 1261, page 0086 1268, il y a une référence au quatrième paragraphe à une dent.
Et on dit détermination d'ADN de la dent AAHJ 2618NL a permis de déterminer un profil ADN féminin. Ce profil ADN correspond au profil ADN déterminé antérieurement de la victime 1, AAHJ 2572NL. Ce que l'on dit ici, que cette dent appartient probablement à la victime 1, c'est bien? Réponse oui. Question, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on dit ici que la dent permet de déterminer un profil ADN féminin, et dans le rapport précédent que j'ai cité, on explique que la victime AAHJ 2572NL est de sexe masculin. Réponse. Ces deux rapports ne correspondent pas. Donc, il faut que je consulte leurs résultats originaux pour voir de quoi il s'agit. Mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je suis d'accord avec ça. Question. Est-ce que ceci démontre que de temps à autre, les rapports contiennent des erreurs? Que c'est quelque chose qui peut se produire de temps à autre? Réponse oui. Would you accept? Question. Pour un indépendant, qu'il s'agisse d'un scientifique, qu'il s'agisse d'un avocat, qu'il s'agisse d'un juge, pour analyser ces résultats ADN, il faudrait avoir non seulement le rapport final, mais également l'électroferrogramme. Je vois que vous hochez la tête, mais il faut que l'on puisse se consigner. Réponse. Quelle est votre question exactement? Le président, si on arrive à la lire. Question. Eh bien, si l'on admet que dans un rapport final, il peut y avoir des erreurs. Ici, nous sommes dans un tribunal. Donc, nous sommes des individus indépendants qui voyons les choses de l'extérieur. Nous n'étions pas là lorsque les analyses ont été faites et on n'y comprendrait rien de toute façon. Voici ma question. Pouvez-vous admettre que les électroferrogrammes... Réponse, les électroferrogrammes. Question, les électroferrogrammes devraient être associés au rapport pour avoir une analyse indépendante. Réponse, oui, je suis d'accord avec vous. Les électroferrogrammes contiennent les éléments clés de ces identifications. Mais ces électroferrogrammes doivent être lus par les personnes pertinentes, c'est-à-dire des scientifiques qui savent de quoi ils retournent. Et si nous recevons un ordre de la Cour, nous transmettrons bien volontiers ces profils ADN pour une deuxième analyse indépendante. Question, oui, mais ce n'est pas votre faute, il n'y a pas eu de demande. Now, in terms of the preparation... Question. Pour ce qui est de la préparation du rapport dans cette affaire-ci, si je vous ai bien compris, votre rôle était essentiellement de supervision. Vous n'avez pas rédigé le rapport. Réponse non. Le président. Mais vous l'avez signé, donc vous êtes responsable. Réponse, je suis responsable en effet. Question. Et
En signant ces rapports, en fait, vous confirmez, puisque vous êtes superviseur, vous assumez la responsabilité de ce rapport, mais vous ne dites pas que vous êtes certain qu'il n'y a pas d'erreur dans le rapport. Réponse. Vous voulez bien répéter la dernière phrase? Question. En signant le rapport, vous ne garantissez pas qu'il n'y a pas d'erreur. Réponse. On ne peut jamais garantir qu'il n'y a pas d'erreur dans un rapport. Question. Au cours de votre témoignage, vous avez dit que l'échantillon de population que vous avez prélevé, alors si j'ai bien compris, cela venait de la population néerlandaise. Réponse oui. Question. Oui. Pouvez-vous admettre qu'il se pourrait qu'il y ait des différences en matière de coefficients lorsqu'il s'agit d'une société géographique à opposer à une autre? Réponse oui, c'est un fait. Ça n'est pas non seulement accepté, c'est un fait. Question. Est-ce qu'il y a eu des études sur les sociétés de petite taille et les répercussions de l'analyse ADN dans ce contexte-là? Réponse oui. Dans les sociétés où il y a un facteur élevé de consanguinité, il y a des résultats différents. Question. Le procureur. Mes excuses, Monsieur le Président, nous passons à un autre sujet, mais nous sommes près de la pause déjeuner. Peut-être que l'expert pourrait examiner les divergences qui ont été évoquées par mon éminent collègue afin qu'il puisse expliquer la question féminin-masculin. Le Président, il peut toujours examiner le matériel. C'est à l'expert de répondre au mieux de ses connaissances. Je ne sache pas qu'il soit nécessaire de lui dire ce qu'il doit faire. Monsieur Demirjian, oui, mais je pense qu'on en est resté là et on est passé à autre chose. C'est quand même une question qui reste dans l'air. Il me semble tout à fait juste à l'égard du témoin de pouvoir expliquer pour avoir un tableau complet. Donc il pourrait peut-être examiner ça pendant la pause. Le président, monsieur le procureur, vous aurez la possibilité de l'interroger de nouveau plus tard et vous pourrez l'interroger sur ce sujet. Mais il me semble que maintenant, c'est la parole à la défense. Et la défense interroge sur les sujets qu'elle veut, ceux qu'elle considère comme pertinents. Monsieur Demirjian, très bien. Le président, dans 5 minutes, nous allons faire la pause déjeuner. Maître Knops, oui, Monsieur le Président, mais j'aurais préféré que cette intervention ne se fasse pas au milieu de mon interrogatoire. Le Président, je l'ai déjà dit. Il n'est donc pas nécessaire d'insister. C'était le but de mon intervention. Maître Knops, je vous prie de m'excuser, je n'avais pas entendu, Monsieur le Président. Question. Donc, on parlait des études qui avaient éventuellement été menées à bien sur les sociétés de petite taille. Et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que ces études ont démontré d'une façon ou d'une autre que l'analyse ADN pouvait produire des correspondances positives pour des gens qui, d'un point de vue technique, ne sont pas liés par le sang dans ces sociétés-là? Réponse.
ceci n'est vraiment pertinent que quand il y a vraiment un haut degré de consanguinité au sein d'une population. Et je n'ai aucune information sur ce sujet. Est-ce que vous avez des informations à cet effet? Question, non, monsieur, je n'en ai pas. Je me fonde sur votre expertise. Réponse, quand il y a un haut degré de consanguinité dans une société, dans une population, ça change les résultats. Ça a un effet affaiblissant sur le coefficient. On peut, bien entendu, prendre en compte des formules sur la consanguinité au départ, mais il faut avoir les informations. Question. Permettez-moi de me concentrer pendant quelques instants sur le mot relatives, la parentèle. Il y a le père, la mère, les enfants. Ça, c'est la ligne la plus directe. Puis il y a les sœurs, les frères, les oncles, les tantes. Sœurs, frères, oncles, tantes. Est-ce qu'on aura des correspondances ADN? Sans profilage DNN formel, l'interprète se reprend sans profilage ADN autosome. Ces relations sont plus difficiles à déterminer. Et on n'a pas alors le bon instrument. Il faut alors passer à une typologie sur les chromosomes Y. Le profilage ADN autosome est idéal pour les relations de premier degré et pour les frères et sœurs. Quand on va au-delà de cela, il faut utiliser une autre méthode de détermination pour prouver qu'il y a des liens de sang entre certains individus. Question. Est-ce qu'il peut y avoir une correspondance ADN entre un oncle et son neveu? Réponse. Pour un profil ADN complet, c'est très peu probable. La correspondance entre deux frères est également extrêmement peu probable s'ils ne sont pas identiques. Maître Knops, on peut faire la pause, Monsieur le Président. Le Président, nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 14h15, dans 1h30, et nous aurons probablement terminé au cours de l'heure et demie suivante. Je vous remercie.